Dans ce journal, l'ouverture de la conférence centenaire de l'Organisation internationale du travail à Genève, la 108e session de la conférence de l'OIT va permettre de discuter des questions sociales et du travail décent dans le monde. L'accent sera mis sur le rôle de l'organisation dans l'avenir du travail. Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré participe à la rencontre. On voit cela dès le début de ce journal. Nous irons également dans le Pony pour le constat de la campagne agricole humide qui s'installe dans la province. La situation dans les champs est jugée rassurante par les services techniques de l'agriculture. On vous fait le point dans ce journal. Bonjour à tous, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Pour ouvrir ce journal, direction donc la Suisse pour la 108e session de la conférence de l'Organisation internationale du travail à Genève. Plus de 5000 délégués venus du monde entier débattent de l'avenir du travail. La cérémonie d'ouverture est marquée par l'élection de l'ambassadeur suisse Jean-Jacques Elminger comme président de la conférence et les discours de différentes parties qui sont les employeurs, les travailleurs et les ONG. Le Premier ministre burkinabé prend part à la conférence. Le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux, Yacouba Gamene, Pascal Kane. Sous une fine pluie, les délégations du monde entier se rendent au Palais des Nations de Genève. L'Organisation internationale du travail tient sa 108e conférence. Une conférence exceptionnelle puisque l'organisation célèbre aussi ses 100 ans. Occasion pour les délégués de repenser le travail de demain. C'est la thématique de la conférence à laquelle participe le Burkina avec une délégation conduite par son Premier ministre. Le monde du travail, je dirais, à la croisée des chemins, il doit faire face à plusieurs défis. Les défis auxquels il doit faire face sont les innovations technologiques. Donc de plus en plus on parle de robotisation, économie intelligente, dématérialisation, automatisation, commerce électronique. Il y a aussi l'utilisation des énergies renouvelables dans les cycles de production des richesses. Donc le recours vers cette économie verte va moduler les emplois, de sorte que c'est un grand enjeu pour l'OIT de réfléchir de ce que le travail sera demain. La conférence du centenaire commence par l'élection du président de séance et c'est l'ambassadeur spécial de la Suisse, Jean-Jacques Elminger, seul candidat en liste qui est élu par acclamation. Les vice-présidents de séance sont aussi élus. Puis, ce sont les interventions des différentes parties, comme le veut le protocole de l'OIT. Les organisations non gouvernementales, les travailleurs et les employeurs. Chaque entité donne ainsi le ton de l'orientation qu'elle voudrait donner aux conclusions de la conférence. Le Premier ministre Christophe Dabiré intervient à la tribune de l'Assemblée générale ce mercredi à 11h heure locale. Le Premier ministre burkinabé Christophe Joseph Marie Dabiré s'est ensuite entretenu avec son homologue serbe en marge de la conférence. La Serbie, en pleine reconstruction de ses relations diplomatiques, souhaite renforcer des liens avec le Burkina Faso. Et Christophe Joseph Marie Dabiré a aussi eu des échanges avec la directrice exécutive du Centre du commerce international sur la valorisation des produits d'exportation du Burkina Faso, la synthèse des audiences avec Yacouba Gamene et Pascal Kane. La Serbie, ancienne entité de l'ex-Yougoslavie, est en pleine reconquête diplomatique. Son Premier ministre vient s'entretenir avec Christophe Dabiré des perspectives de coopération que son pays souhaite avoir avec le Burkina Faso. La Serbie a passé dans les années 90 une période difficile et aujourd'hui on essaie de rétablir leurs relations avec les pays africains. C'est pour cette raison que je suis ici et je vais essayer d'entamer une autre reprise des relations entre nous. Avant la première ministre serbe, Christophe Dabiré a reçu la directrice exécutive du Centre du commerce international. Avec elle, le Premier ministre a fait le point des activités de cette agence des Nations Unies, notamment dans la promotion des produits locaux. Burkina fait beaucoup d'efforts pour valoriser de plus en plus le produit de mode
les tissus d'ameublement, les vêtements faits à partir du coton burkinabé avec du stylisme local, avec du savoir-faire local, avec la main-d'œuvre locale, main-d'œuvre de plus en plus de qualité. Nous les savons très bien parce que nous avons justement un programme sur la mode éthique au Burkina où nous connectons les artisans qui font les façons d'Anfani avec les grands marchés de mode dans le monde entier. La directrice exécutive du Centre international du commerce a également parlé au Premier ministre du commerce électronique, un domaine dans lequel le Burkina est appelé à faire des efforts pour mieux s'intégrer dans le nouveau système du commerce international. Retour au Burkina Faso où l'actualité est encore marquée par la fronde sociale. Les travailleurs de la santé entament une nouvelle phase de leur mouvement d'humeur. L'opération Caisse vide, la nouvelle mesure donc du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, est entrée en vigueur depuis le 7 juin dernier. Quelle est la réalité de son application sur le terrain? Comment certains services font-ils face à la mesure? Jusqu'à quand l'État va-t-il tenir dans ce bras de fer? Quelques éléments de réponse glanés par une de nos équipes de reportage au centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle de Ouagadougou. Adamagiti Tanga Kafando. Ce matin, au centre universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, rien de particulier dans la prestation, malgré l'opération Caisse vide décrétée par le SYNCHA, le syndicat des agents de la santé humaine et animale. Et l'explication donnée, les patients, dans leur grande majorité, sont déjà pris en compte par la mesure de la gratuité. À l'hôpital ici, l'opération Caisse vide a été effective depuis le 7 juin. Mais comme ici, à l'hôpital ici, Charles de Gaulle, c'est des enfants qu'on soigne. Donc la plupart de nos patients, c'est des enfants de 0 à 5 ans. Ils occupent 80% de nos patients. Donc ils sont dans la gratuité. Néanmoins, l'administration du CHU met en place un dispositif pour amoindrir l'impact de la mesure. Le dispositif, nous avons mis les agents de recouvrement au laboratoire, à l'imagerie, en consultation externe. Si on arrive qu'on voit un enfant qui est plus âgé, on s'approche des parents et on essaie de demander. On voit les papiers. S'ils doivent payer, on les sensibilise à ce qu'ils viennent payer. Au bloc aussi, c'est pareil. On arrive à amener certains à payer, mais d'autres, on n'arrive pas. Parce que les agents sont assis, par exemple, au laboratoire et à l'imagerie. Et des fois, c'est très difficile. Les agents de recouvrement n'arrivent pas. Il y a des patients qui vous disent qu'on a dit que c'est opération Caisse vide, donc il ne viendra pas payer. Onadia est père d'un enfant de 7 ans. Son patient n'est donc pas concerné par la mesure de gratuité. Il vient de payer certaines prestations ici à la caisse. Bon, au laboratoire seulement, il n'a pas encore payé là-bas. Mais il a enlevé les sang pour envoyer là-bas, il n'a pas payé là-bas. Mais ici, là, il est payé plusieurs fois, donc il vient payer médicaments seulement. Néanmoins, le souhait de tous est qu'il y ait un terrain d'entente entre le gouvernement et les syndicats, car la mesure pourrait avoir à long terme un effet évident sur le service. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture lui observe depuis ce matin un sitting de 48 heures pour interpeller le gouvernement sur ses engagements à faire passer les médias publics du statut d'établissement public de l'État à celui de société d'État. Nombreux sont les travailleurs des médias publics qui se sont retrouvés devant la RTB Télé pour répondre au mot d'ordre lancé par le Sinatic. Reportage Ismaël Diloma, Sirima Gérard Soumé. Des salles de rédaction vides, de même que les studios d'enregistrement. Les travailleurs des médias publics ont déserté leur lieu de travail pour observer un sit-in. Ils sont mécontents du traitement de leurs revendications par le gouvernement. Pas question de remise en cause des acquis. À travail particulier, traitement particulier, trop c'est trop. Ce sont là quelques cris de cœur des travailleurs qui ne demandent que l'application pure et simple de la loi pour les médias publics. Inacceptable pour le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture qui soutient que c'est faux de penser que l'effectif de la RTB empêcherait son passage à la société d'État. Ce n'est pas un problème d'effectif, mais c'est un problème de gestion et de gouvernance. Et le rapport d'étude sur la RTB l'a bel et bien dit. Même si on passe en société d'État, avec un effectif réduit,
Même si on passe avec un effectif de 100 personnes ou pas, mais si la gestion actuelle de la RTB n'est pas revue, eh bien la RTB ne sera pas efficace, même si elle reste EPE. Il faut donc que le gouvernement arrête ces diversions, paroles du Sinatic, et qu'il honore simplement ses engagements. Si justement à l'issue de ce sit-in, il n'y a pas satisfaction, nous n'avons pas de réponse favorable, eh bien les travailleurs se donnent le droit d'entreprendre d'autres formes de lutte pour exiger que le gouvernement tienne ses engagements. Le Sinatic appelle ainsi ses membres à redoubler d'ardeur pour la satisfaction de leurs revendications. Et c'est sur ces mots que les travailleurs des médias publics se sont séparés à 11h pour reprendre le service afin de servir le public. Autre actualité, l'autorité de régulation de la commande publique dans le cadre de la transparence de la commande, dans la commande publique organise une formation au profit des membres du bassin de formateurs. Objectif, accroître la célérité dans le processus de passation donc dans les marchés publics et contribuer ainsi à répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Reportage Daouda Ouattara, Nathalie Savatougou. Les formateurs de la commande publique réunis en atelier à Lumbila. Ensemble, ils échangent sur les modules conçus dans le cadre de l'évaluation des offres et du montage des dossiers d'appel à concurrence. Objectif, mieux s'imprégner sur l'utilisation des dossiers types de la commande publique afin de répondre efficacement aux offres de propositions exprimées par les acheteurs publics. Une chose est d'avoir de bons textes, mais une autre chose est que les acteurs de la commande publique, que ce soit du côté du privé ou bien du côté du secteur privé, s'approprient convenablement l'esprit de ces textes et les appliquent convenablement aussi. Et c'est là justement que le défi de la formation, le défi du renforcement des capacités devient, je dirais, quelque chose d'important pour l'ARCOP. En plus justement donc de la question du renforcement des capacités, il y a aussi, je dirais, la lutte contre les mauvaises pratiques sous quelque forme que ce soit c'est des irrégularités, je dirais des infractions. En tout cas, il y a des mauvaises pratiques dans la commande publique qui nous interpellent. Les formateurs doivent valider et mettre à la disposition de l'ARCOP 4 modules de formation qui sont le montage des offres pour la passation des marchés de fourniture, de travaux, de prestataires intellectuels et l'évaluation des offres et des propositions. Et le cri de cœur des albinos du Burkina Faso qui demandent une plus grande inclusion dans la société et cela sur tous les plans. La journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme offre une tribune à l'association des femmes albinos du Burkina Faso pour attirer l'attention de l'opinion publique sur le respect des droits de cette minorité. Une semaine culturelle de l'albinos est prévue à cette occasion. Les responsables de l'association donnent de plus amples informations sur l'événement à venir à la presse. Le compte-rendu de Moussa Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Une semaine pour dépeindre les préjugés de la société à leur égard, mais surtout sensibiliser sur leur situation. Les albinos du Burkina Faso se mobilisent. Aujourd'hui, dans certaines familles, quand l'enfant albinos naît, il y a toujours des difficultés d'acceptation ou que la personne albinos, souvent même en entretien d'embauche, on peut recevoir le dossier et quand c'est la personne albinos qui se présente, du coup, on fait marche arrière. Donc, c'est toutes ces raisons qui nous ont amenés à vraiment nous poser cette question et amener la population burkinabé à réfléchir avec nous pour cette inclusion des personnes albinos au Burkina. Conférences, mais aussi projection de films. Cette première semaine culturelle de l'albinos va débuter le 10 juin pour s'achever le 15. Mais au-delà, Maïmouna Déné et ses camarades vont sillonner les médias pour passer leur message. Le message selon lequel les personnes atteintes d'albinisme n'ont pas à être exclues simplement parce qu'elles ne ressemblent pas aux autres. Elles sont aussi des acteurs qui ont beaucoup de choses à apporter à la société.
Et puis le renouvellement des véhicules de transport routier au Burkina Faso au cœur d'une rencontre à Ouagadougou. C'est une réunion d'experts pour valider les résultats d'une étude sur la mise en place d'un mécanisme pérenne d'accès au financement pour le renouvellement de ce parc automobile. L'ambition, c'est de tendre vers une modernisation de la structure. Issa Kafando ou Moussissé pour les précisions. Le transport routier international de marchandises est en forte croissance au Burkina Faso. De 2013 à 2017, le pays a importé par route plus de 2 800 000 tonnes de marchandises, soit une moyenne de croissance annuelle estimée à 14,35%. En dépit de ce rôle stratégique, ce sous-secteur se caractérise par une vétusté de sa flotte. Et pour révolutionner le secteur, le ministère en charge des Transports a mis en place un mécanisme d'appui de renouvellement de la flotte. Réunis ici, les différents acteurs du domaine valident les documents irrélatifs. Quand vous regardez les données qui sont à notre disposition, il ressort que vous avez des véhicules qui transportent les marchandises qui sont vieux de plus de 22 ans. Donc cet atelier permettra donc de corriger cette situation en dotant donc les différents acteurs de véhicules encore plus jeunes et à même donc de faciliter donc l'approvisionnement du pays et de préserver les infrastructures routières. Le fonds de garantie du mécanisme d'appui de renouvellement de la flotte est estimé à 6,5 milliards de francs CFA. Il inclut les dispositifs d'abaissement du coût des véhicules, de facilitation d'accès au crédit et des mesures d'accompagnement au profit des transporteurs agréés. La campagne agricole humide 2019 s'est installée dans le Poni depuis le 1er avril dernier. 2 mois après le démarrage de la saison, la situation sur le terrain est plutôt mi-figue, mi-raisin. Si certains producteurs sont au stade de semis, d'autres par contre sont toujours au défrichage des champs. Mais rien d'alarmant selon les techniciens de l'agriculture de la province. Le constat pour nous est proposé par Oumarou Sagnon et Issa Kanana. Des agriculteurs en plein labour. Nous sommes dans le champ de Tchéyene Kambou à Sidimouka, une localité située à quelques encablures de Gawa. En ce début de mois de juin, ici, l'heure est toujours à la préparation du terrain. Tous les gens, la pluie vient, ça commence tôt, en temps ça se coupe. Pour cela, ils n'ont pas pu commencer tôt. Et dans ces 2 jours-là, les pluies ont bien démarré là. Pour cela, ils sont en retard comme ça. Voilà, des fois, bon. Il commence en mai, mais en juin, là, la pluie se coupe. Autre site, même constat. À Bonko-Gouri, Ignalabo, Palinfo et ses frères sont également au stade de défrissage. Ils aussi pointent du doigt l'irrégularité des pluies. L'an passé, ils ont commencé un peu les cultures en mois d'avril. Et cette année, vous voyez, nous sommes actuellement en juin. Donc, il y a vraiment un grand écart et ils sont en retard. 2 mois après l'installation de la campagne agricole dans le Poni, si certains agriculteurs sont toujours au stade de défrichage, d'autres sont au semis. Et pour le directeur provincial de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ils sont dans le timing parce que quand on prend des spéculations comme le maïs qui font 3 mois, alors s'ils sèment en juin, ils ont juin, juillet, août pour boucler le cycle. On espère que d'ici la 2e quinzaine du mois de juin, les gens vont labourer et puis s'aimer. Voilà, au-delà du 31 ou bien du mois de juin, c'est à partir de là qu'on pourra dire que les gens sont en retard. Mais nous recommandons aux producteurs de s'aimer le plus tôt possible. Parce que généralement, les fins de campagne, de saison là, sont souvent précoces. Alors si c'est précoce, ça suppose que les produits n'auront pas eu le temps de boucler les cycles. Pour cette campagne agricole humide 2019-2020, près de 95 000 tonnes de céréales sont attendues dans la province du Poni. Et pour atteindre ce rendement, le directeur provincial en charge de l'agriculture invite les paysans à utiliser non seulement les semences améliorées, mais aussi procéder à une bonne surveillance phytosanitaire des différentes spéculations. Et pour finir, la lecture croisée des journaux du jour, arrivée massive de population à Ouagadougou pour
pour se mettre à l'abri des menaces terroristes. Et les enjeux du prochain congrès extraordinaire du CDP sont donc entre autres les sujets abordés dans les quotidiens burkinabés. La revue de presse est signée Vincent Kendrebogo. Le CDP fait la une de quelques quotidiens à quelques jours d'un congrès extraordinaire du parti. Ce sera pour toiletter les textes et non pour désigner notre candidat. Affirmation du premier vice-président du parti à la une de Aujourd'hui au Faso. Achille Tapsoba qui rappelle qu'au sortir de leur dernier congrès, le CDP s'est retrouvé avec beaucoup plus de membres dans son bureau politique national que prévu dans les textes. Et tout porte à croire qu'au congrès extraordinaire du 16 juin, il sera question d'adapter les textes à certaines réalités du parti plutôt que de se conformer à ce texte-là. Car selon Achille Tapsoba, que rapporte Aujourd'hui au Faso, il faudra rester dans la dynamique d'élargir la base sans créer des frustrations chez les militants. Dans le journal Le Pays, la question du candidat du CDP pour 2020 est posée. Et pour Achille Tapsoba, il est question de ne soutenir autre candidat que celui investi par le parti. Or, selon lui, Kadri Désiré Ouedraogo n'en est pas un. Mais que pense Blaise Compaoré? Eh bien, que le CDP doit se doter de sa propre procédure de désignation de son candidat et que tout militant qui veut faire acte de candidature prouve son militantisme. Blaise Compaoré a donc mis fin à la récréation, affirme Achille Tapsoba. La une de l'Observateur Palga est consacrée à la situation des déplacés des régions nord qui affluent vers la capitale. Des personnes de tous les âges qui cherchent refuge à Ouagadougou du fait des menaces terroristes. Certains ne comptent plus retourner, mais en arrivant, beaucoup sont déjà confrontés à certains besoins existentiels. Et pour finir ce communiqué, c'est avec consternation que le peuple burkinabé a appris le décès de son Excellence M. Benoît Gekambou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République du Tchad. Décès survenu le mardi 11 juin 2019 à l'hôpital universitaire Tanganogo par suite de maladie. Homme de conviction et grand travailleur, il s'est illustré durant toute sa vie comme un grand serviteur de l'État, un homme de mission. Il fut le premier président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale à Ashkroun. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à l'ensemble de la famille de la diplomatie. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Paix à son âme, signé le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, assurant l'intérim du ministre porte-parole du gouvernement, Stéphane Wenceslas Sanou, officier de l'ordre national. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.